Le sport, ça n'est pas payer 15 millions d'euros à un joueur, fut-il remarquable. On se demande si vraiment ceux qui acceptent de telles rémunérations ont gardé ne serait-ce que du sens commun. Alors effectivement, ça suscite chez moi de l'inquiétude Qu'est-ce qu'il faut et faire? des Est-ce qu'il questions. faut légiférer? Est-ce qu'il faut moraliser Cette régulation, elle est nécessaire. Cette dimension un peu... je ne sais même plus si on doit parler du tact et de la mesure avec de telles sommes. On entend souvent que les footballeurs sont trop payés et qu'ils ne font que taper dans un ballon. Mais ces critiques sont-elles si justifiées? Dénons ici cette question qui ronge la France depuis plusieurs décennies. Je vais commencer par rapidement écarter l'aspect moral de ce problème. Messi touche 7500 fois le salaire moyen d'un Argentin et Yaya Touré 15 000 fois le salaire moyen d'un Ivoirien. Cette situation peut choquer, mais on parle ici d'une industrie autour de laquelle tournent chaque année des centaines de milliards d'euros. Le problème vient plus de l'utilité sociale de leur métier. Vous avez sûrement déjà entendu l'exemple des médecins ou des infirmières beaucoup moins payés qu'eux. Le football est un spectacle, et c'est d'ailleurs souvent une critique qui lui est faite quand on parle de ses salaires. Mais alors pourquoi considérer différemment le salaire d'un acteur ou d'un musicien, qui sont rarement sujets à polémique, de celui d'un footballeur professionnel? Zlatan Ibrahimovic, comme Brad Pitt, monnaient tous deux un talent rare qui fait déplacer les foules et rapporte beaucoup d'argent à des entreprises. C'est sur le plan économique qu'il faut prendre le problème. Dans le sport de haut niveau européen, il faut tout d'abord faire une différence entre les indemnités de transfert et les salaires, que le grand public ne fait pas forcément. Si les derniers sont touchés par le joueur, les premiers vont intégralement au club. Prenons l'exemple de Cristiano Ronaldo, transféré en 2009 au Real Madrid contre une indemnité de transfert de 94 millions d'euros. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu cession du contrat de Ronaldo au Real Madrid par Manchester United contre ces 94 millions. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le joueur qui a cette valeur, mais son contrat. Si le club acheteur décide de mettre une telle somme, c'est qu'il a de bonnes chances de voir une rentabilité sur cet investissement. On est dans un simple rachat de contrat, et si un contrat coûte cher, c'est généralement que son apport est très important. Pour expliquer comment on en est arrivé aussi vite à cette situation, il faut remonter à l'arrêt Bosman de 1995. Pour faire simple, un système de quotas était entretenu par l'UEFA et interdisait à plus de 3 joueurs étrangers de jouer dans la même équipe. Aujourd'hui, cette limite a disparu et seuls les joueurs extra-communautaires sont limités en nombre. Avec aussi peu de limites, de nombreux clubs ont décidé de construire des équipes grâce à leur chéquier, avec le Real Madrid comme grand ambassadeur, avec quelques clubs rachetés par des milliardaires comme le PSG ou Chelsea. Les résultats sportifs sont censés être en Europe le seul objectif d'un club, au contraire par exemple des États-Unis, où ils sont des franchises et donc avant tout des entreprises. Les sommes faramineuses du mercato ne sont cependant pas dépensées avec le seul objectif sportif en tête. D'immenses retours économiques en sont attendus. Un des cas d'école est l'exemple de James Rodriguez, arrivé au Real Madrid en 2014 pour la modique somme de 80 millions d'euros. Mais 48 heures après son arrivée, 345 000 maillots du Real Madrid étaient vendus. Pour donner une échelle, le Real Madrid vend en général 275 000 maillots par an. Ces ventes ont généré 27 millions d'euros, dont 10 allant directement au club, qui avait donc déjà remboursé 1/8 du transfert. Et avec des clubs qui gagnent autant d'argent en achetant des joueurs, il est inévitable qu'ils souhaitent eux aussi leur part du gâteau. Ce qui a entraîné, évidemment, cette évolution progressive des salaires, mais qui explose depuis 20 ans. Il ne faut cependant pas oublier que de tels salaires ne sont donnés qu'à une minorité d'élus, puisqu'il n'y a que 1200 professionnels en France. Le salaire moyen du joueur pro en France est de 28 000 euros, rapporté à une carrière durant entre 10 et 15 ans, et avec peu de possibilités de reconversion, la situation est de suite moins enviable. Si c'est un problème rarement évoqué, il faut aussi savoir que le taux de chômage dans le football atteint les 19%, soit près du double du taux moyen français. Autre inégalité qui est de plus en plus mise en lumière, la différence dans les primes et salaires entre les joueurs de tennis masculin et féminin. Mais à nouveau, la situation est simple. Le tennis féminin, que ce soit à cause du manque de stars ou du niveau de jeu, attire beaucoup moins les sponsors et les télévisions que le tennis masculin, ce qui génère forcément moins d'argent pour les tournois. Si les grands chelems peuvent se permettre des prize money identiques pour les hommes et les femmes, les tournois inférieurs, qui ont déjà du mal à vendre leurs droits TV pour les hommes, ne peuvent sûrement pas se le permettre sans réduire les récompenses pour les hommes, ce qui créerait un cercle vicieux puisque par la suite, moins d'hommes viendraient, il y aurait donc moins d'argent, moins de récompenses, etc. Le football est montré du doigt à cause de sa popularité dans l'Hexagone,
Mais on peut voir des salaires plus grands encore dans des ligues telles que la NBA. Ce week-end, Stephen Curry vient par exemple de signer un contrat de plus de 40 millions de dollars annuels pendant 5 ans. La situation est un peu différente puisque ce sont des ligues fermées et sans relégation, il y a donc beaucoup moins de risques à investir dans de gros salaires. Il faut cependant remettre ces salaires dans leur contexte. Le sportif génère des revenus immenses pour son club, et est-ce que l'on trouverait normal que dans une entreprise, un travailleur soit moyennement rémunéré alors qu'il fait directement gagner des millions à son entreprise? Si cela arrive bien sûr tous les jours dans le monde du travail, le footballeur est, grâce à sa rareté, en position de force face à son employeur. On a ici un cercle vertueux ou vicieux, c'est selon. Afin de remporter des titres, les meilleurs joueurs sont nécessaires, il faut donc les payer. On obtient ensuite des trophées, cela permet de gagner de l'argent pour acheter à nouveau les meilleurs joueurs. Les recettes de billetterie, de droits à l'image ou encore de vente de maillots ne doivent bien sûr pas être oubliées. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer puisque les revenus des clubs ne cessent d'augmenter, notamment avec la manne des droits de diffusion. Les récents mercatos des clubs anglais sont dans la démesure la plus complète et cette inflation est partie pour continuer. Si ces sommes faramineuses peuvent donc prêter à croire que les footballeurs sont trop payés, il faut bien tenir compte de la situation actuelle du sport dans notre société, qui est devenu un business rapportant des milliards. La valeur d'un talent rare sera dès lors forcément récompensée par un salaire à la hauteur de cette rareté et qui reste de toute façon exceptionnel. Pour finir, et cela vous soulagera peut-être, d'après le cabinet allemand Chips Finance, 50% des footballeurs sont en situation de faillite 5 ans seulement après avoir pris leur retraite.